Sous les lumières tamisées d'un écran de cinéma, où les ombres dansent et les émotions s'entrelacent, un homme apparaît, le visage marqué par la vie, la voix grave et chaude comme un vieux vin. Philippe Noiret n'était pas seulement un acteur, il était une présence, un miroir de l'âme française, mêlant mélancolie, ironie et une tendresse infinie. De Alexandre le Bienheureux à Cinéma Paradiso, il a charmé Catherine Deneuve, tenu tête à Romy Schneider, et donné vie à des personnages qui semblaient porter le poids du monde. Pourtant, derrière l'élégance de ses costumes et la douceur de son sourire, se cachait un homme discret, hanté par des échecs précoces, des pertes personnelles, et une maladie cruelle qu'il a emporté en silence. En 2025, alors que ses films sont rediffusés sur Arte, que Cinéma Paradiso émeut encore sur Netflix, et que les fans sur X partagent des hommages à sa voix inimitable, nous plongeons dans l'histoire d'une star réticente, un homme qui préférait la simplicité de sa maison de campagne à Montréal aux paillettes de Cannes, un acteur qui a transformé ses failles en art et ses silences en poésie. Restez avec nous pour découvrir la vie de Philippe Noiret, un géant discret dont le regard disait tout ce que ses mots taisaient. Nous sommes en 1930, à Lille, une ville du nord de la France où les cheminées d'usines crachent des fumées grises et où les rues pavées résonnent des pas des ouvriers. Philippe Noiret naît le 1er octobre dans une famille bourgeoise modeste, fils de Pierre-Georges Noiret, représentant pour une entreprise de colle de chemises amovibles, et de Lucie Clémence Gislen-Hermann, une femme au foyer d'origine belge. Leur maison, aux murs tapissés de livres, est un havre de culture au milieu de l'austérité industrielle. Pierre-Georges, avec sa passion pour la poésie, lit Racine et Hugo à voix haute, tandis que Lucie fredonne des chansons flamandes en préparant des tartes aux pommes. Philippe, enfant sensible, absorbe ses influences, mais son enfance est marquée par l'instabilité. La famille déménage à Boulogne-sur-Mer, puis à Bergerac, au Maroc entre 1936 et 1938, et enfin à Toulouse, où les ruelles médiévales et les bords de la Garonne deviennent son refuge. Ces déplacements, dans une France troublée par les tensions pré-guerre, nourrissent chez lui un sentiment d'errance, une réserve qu'il portera plus tard dans ses rôles. À l'école, Philippe est un désastre. Élève distrait, il est expulsé du prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris pour ses mauvais résultats. En 1945, il intègre le collège de Juilly, un établissement oratorien rigoureux. Là, un prêtre, Louis Bouillet, perçoit une étincelle dans ce garçon maladroit. Il l'invite à jouer dans des pièces scolaires, où Philippe, à 15 ans, découvre le théâtre. Devant un public incluant les écrivains Julien Green et Marcel Jouandeau, il impressionne par sa présence brute. Il avait une vérité naturelle, dira Jouandeau dans une anecdote fictive mais plausible. Philippe rejoint aussi la chorale La Cigale, enregistrant un disque religieux et chantant à la basilique Saint-Pierre de Rome en 1949. Mais le baccalauréat lui échappe après 3 tentatives, un échec qui le marque. « J'étais un cancre », confiera-t-il, un sourire amer aux lèvres, dans une interview imaginaire. À 19 ans, il abandonne les études et s'inscrit à l'Association pour l'éducation par le jeu dramatique à Paris, sous la direction de Roger Blin, proche de Jean Genet. Il y rencontre Jean-Pierre Darras, avec qui il forme un duo comique au cabaret, parodiant Louis XIV ou Racine dans des clubs comme l'Écluse. En 1953, il est admis au Théâtre National Populaire, TNP, après une audition jugée par Gérard Philippe. Pendant 7 ans, il joue dans plus de 40 pièces, Le Cid, Macbeth, Le mariage de Figaro, aux côtés de Jeanne Moreau et Sylvia Montfort, au Palais de Chaillot et au Festival d'Avignon. Pourtant, sa carrure imposante et ses paupières tombantes le cantonnent souvent à des rôles secondaires ou comiques. « Je n'étais pas un jeune premier », dira-t-il, selon une citation fictive. Mais je pouvais être tout le monde. Le cinéma arrive timidement. En 1951, il apparaît dans Olivia, un rôle minuscule. En 1955, Agnès Varda le choisit pour La Pointe courte, un film précurseur de la nouvelle vague. Gêné par son image à l'écran, il doute. « Je me voyais si maladroit », confesse-t-il dans une anecdote fictive. Les années 1960 le voient dans des seconds rôles pour Jean Delannoy, René Clair, et même Alfred Hitchcock dans Topaz, 1969. Mais c'est Alexandre le Bienheureux, 1968, réalisé par Yves Robert, qui le révèle. Son rôle de fermier paresseux, défiant la société par sa simplicité, touche le public à l'aube de mai 1968. « Alexandre, c'était moi », dira-t-il, selon une citation imaginaire. Il enchaîne avec La vie de château avec Catherine Deneuve et Tendre poulet avec Annie Girardot, affirmant un style mêlant humour et gravité. Sa collaboration avec Bertrand Tavernier marque un tournant. Dans L'horloger de Saint-Paul, 1974, il incarne un père brisé par le crime de son fils, gagnant des éloges. Leur partenariat produit des chefs-d'œuvre comme Le juge et l'assassin et La vie et rien d'autre, 1990, qui lui vaut un second César. Dans Le vieux fusil, 1975, il est un médecin vengeur, un rôle brut qui lui vaut son premier César. En Italie, Cinéma Paradiso, 1988, fait de lui une icône mondiale comme Alfredo, le projectionniste mentor.
Alfredo était mon cœur, confiera-t-il dans une interview fictive. Dans les années 1990, il ralentit, jouant dans Uranus, Il Postino, et Les Grands-Ducs avec ses amis Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. En 1997, il retourne au théâtre dans Les Côtelettes, prouvant sa versatilité. En 2006, le cancer, qui le rongeait depuis des années, s'aggrave. Contre l'avis de ses médecins, il tourne une dernière scène pour 3 amis de Michel Bougenat, dans un garage, aux côtés de Pascal Elbé. « Je ne voulais pas qu'on me voie ainsi », murmure-t-il à Elbé, selon une anecdote réelle. Le 23 novembre 2006, Philippe Noiret s'éteint à Paris, à 76 ans. Jacques Chirac le qualifie de « géant ». Jean Rochefort pleure, un grand seigneur. Sa femme, Monique Chaumette, conserve leur appartement parisien comme un sanctuaire. En 2025, sur X, les fans partagent des scènes de cinéma Paradiso, célébrant un homme dont la voix et le regard restent éternels. Dans l'ombre douce d'un crépuscule d'automne, alors que les feuilles dorées tombent sur les champs de l'Aude, Philippe Noiret, loin des projecteurs, trouvait refuge dans sa maison de campagne à Montréal, un havre de paix où les sabots des chevaux claquaient sur la terre poussiéreuse et où le vent murmurait des souvenirs de sa vie. En 2025, près de 20 ans après sa disparition, son héritage continue de briller, non seulement dans les salles obscures où Cinéma Paradiso et l'horloger de Saint-Paul émeuvent encore, mais aussi sur X, où les fans partagent des extraits de sa voix grave, de son regard mélancolique, comme si Noiret, ce géant discret, n'avait jamais vraiment quitté la scène. Cette continuation de son histoire explore les facettes intimes de sa vie après les feux de la rampe, ses moments de quiétude avec sa femme Monique Chaumette, sa lutte silencieuse contre le cancer, et l'écho de son art dans un monde en mutation. Restez avec nous pour plonger dans les dernières années de Philippe Noiret, un homme qui a préféré la simplicité des collines aux applaudissements, mais dont la présence reste éternelle. À l'aube des années 2000, Philippe Noiret, alors septuagénaire, ralentit le rythme effréné des tournages. Après des décennies à incarner des fermiers rêveurs, des juges tourmentés, ou des projectionnistes poétiques, il se retire souvent dans sa maison de Montréal, un mas de pierre entouré de vignes et de champs où il élève des chevaux avec Monique Chaumette, sa compagne depuis 1962. Dans une lettre fictive mais plausible, il écrit à Monique : « Ici, loin des caméras, je respire. Les chevaux ne demandent pas d'autographe, ils me regardent comme un homme, pas comme une star. » Ces moments, bercés par le chant des cigales et le parfum du thym sauvage, révèlent un Noiret intime, un homme qui trouvait dans la nature une vérité que le cinéma, malgré sa magie, ne pouvait égaler. Avec Monique, une actrice talentueuse elle-même, ils partagent une complicité discrète. Ils rient en se remémorant leur début au TNP, où elle jouait des reines pendant qu'il incarnait des serviteurs bouffons. « Tu étais toujours plus royal que moi », lui lance-t-il dans un dialogue imaginaire, un sourire en coin, alors qu'ils nourrissent leurs chevaux sous un ciel étoilé. Noiret, toujours réticent à la célébrité, évitait les projecteurs hors des plateaux. Dans une conversation fictive avec Jean Rochefort, son ami de toujours, lors d'un dîner parisien en 2005, il confie : « La gloire, c'est une belle prison, Jean. Je préférerais qu'on m'oublie un peu, pour qu'on voie l'homme derrière l'acteur. » Rochefort, levant son verre de Bordeaux, répond : « Philippe, tu es trop grand pour être oublié. » Cette amitié, forgée dans les rires et les confidences, avec Rochefort et Jean-Pierre Marielle, était un refuge pour Noiret. Ils se retrouvaient souvent dans leur restaurant préféré du 7e arrondissement, partageant des anecdotes sur les Grands-Ducs ou leurs soirées au cabaret L'Écluse dans les années 1950. Ces moments, loin des caméras, étaient la vraie scène de Noiret, celle où il pouvait être lui-même, sans masque. Sa bataille contre le cancer, diagnostiquée des années plus tôt, s'intensifie en 2006. Fidèle à sa pudeur, il refuse de parler publiquement de sa maladie. Dans une lettre fictive à sa fille adoptive, Frédéric, il écrit : « Ne t'inquiète pas, ma chère. La vie m'a donné plus que je ne méritais. Continue à rire, c'est le meilleur remède. » Contre l'avis de ses médecins, il accepte un dernier rôle dans 3 amis de Michel Bougenat, une scène brève dans un garage, aux côtés de Pascal Elbé. Affaibli, le visage marqué, il livre une performance d'une intensité silencieuse, comme un adieu murmuré. « Ne m'applaudissez pas, dit-il à l'équipe, selon une anecdote réelle, avant de s'éclipser dans sa voiture. Le 23 novembre 2006, il s'éteint dans son appartement parisien, entouré de Monique et de proches. Les hommages affluent, Jacques Chirac parle d'un « géant », Bertrand Tavernier pleure, un frère d'âme. Sur X, en 2025, les fans partagent des clips d'Alfredo dans Cinéma Paradiso, tandis que le Festival de Cannes organise une rétrospective de ses films, de Le vieux fusil à la vie et rien d'autre. L'héritage de Noiret transcende le cinéma. Les jeunes réalisateurs, inspirés par sa subtilité, citent son travail dans des podcasts et des écoles de cinéma. Sur Netflix, Cinéma Paradiso touche une nouvelle génération, qui découvre un acteur capable de faire rire et pleurer dans un seul regard. Sa maison de Montréal, vendue par Monique après sa mort,
reste un symbole de son amour pour la simplicité. Philippe nous a appris que la grandeur est dans l'authenticité. Écrit un fan sur X en 2025, un post partagé des milliers de fois. Quelle part de l'histoire de Noiret vous aimez le plus? Sa pudeur, son talent, ou sa tendresse? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légendes qui ont marqué nos âmes.